Bonjour Patrick, comment vas-tu? Bonjour Phil, ça va aujourd'hui? Il y a du soleil, tu vois. Ouais. Alors, je voulais parler du marché avec toi, du marché libre, parce Ouais. que effectivement, on a un petit peu évoqué ce thème à d'autres occasions, mais c'est un thème quand même qui est central, hein. Pour comprendre la liberté, pour comprendre l'économie, il faut vraiment comprendre le marché. Donc, discutons un petit peu du marché. Quand nous, libéraux, nous parlons de marché, nous entendons évidemment le marché libre. Et effectivement, le marché tel qu'il est connu actuellement autour de nous, il n'est pas libre pour toute une série de questions d'intervention étatique. Mais si on se focalise d'abord sur ce que c'est que le marché en tant que marché libre, euh, j'aimerais déjà partir de la définition de Ludwig von Mises, un des plus grands économistes, sinon le plus grand économiste du XXe siècle. Il parlait de l'économie ou du marché comme pas, il disait donc, le marché n'est pas un endroit, le marché n'est pas une chose, le marché est un processus. Et je pense que ça, c'est vraiment la clé pour comprendre le marché. Le marché est un processus qui comprend toutes les interactions humaines, surtout donc de nature économique, hein. C'est-à-dire, c'est le résultat de toutes les actions humaines dans la société. Et donc, effectivement, c'est pour ça que Mises a appelé son chef-d'œuvre l'action humaine, parce que l'action humaine est réellement la base du marché, c'est ce qui constitue le marché. Et donc, juste pour finaliser, ensuite je te passe la main, mais dans le marché, c'est-à-dire le marché libre, donc, on ne parle pas de microéconomie ou de macroéconomie, tout simplement parce que il n'y a pas de notion de macroéconomie dans le marché. Pourquoi? Parce que ces notions de taux d'intérêt, ces notions d'inflation, typiquement, ce sont les facteurs clés de la macroéconomie, n'existent pas en réalité. Parce qu'il ne faut pas oublier que le taux d'intérêt qui est imposé sur le marché, le taux d'intérêt national ou international, si on veut, euh, n'existe pas dans un marché libre. Et ça, on pourra revenir sur ce point-là plus tard. Et de la même manière, l'inflation, on en avait parlé dans une autre vidéo, l'inflation n'existe pas dans un marché libre, puisque l'inflation, en réalité, il faut le définir comme la production de la monnaie. Dans un marché libre, il n'y a pas de production artificielle de monnaie, et donc il n'y a pas de distinction en réalité entre microéconomie et macroéconomie. Il n'existe qu'une économie, c'est ce processus d'échange entre des individus et des entreprises voilà, dans le marché libre. Et donc, en réalité, si on veut, il n'y a que microéconomie, si on veut. Mais je préfère même pas faire cette distinction parce que cette distinction-là, elle vient justement d'une position socialiste ou d'une position étatiste de la société où on distingue justement un domaine qui est le domaine de la microéconomie, des entreprises, et un domaine qui est le domaine des États, l'analyse de l'économie des États, des sociétés. Et c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir le marché. Voilà, je t'en prie, si tu as des choses à ajouter. Il faut que les personnes comprennent que le marché, c'est eux. C'est l'ensemble de la population française, l'ensemble de la population humaine. Donc, c'est eux, le marché. Et c'est l'ensemble des échanges et des interactions libres qu'ils ont avec les autres personnes. C'est comment est-ce que ce cumul de toutes ces actions individuelles que nous avons tous les jours, nous-mêmes, avec les autres qui constituent le marché. Donc il faut vraiment que, quand on dit le marché ceci ou le marché cela ou les marchés financiers ou non, il faut vraiment comprendre que le marché, c'est les gens qui interagissent librement les uns avec les autres. Je suis d'accord avec ce que tu as dit sur la macroéconomie. On entend souvent ce terme de macroéconomie aujourd'hui. Mais la macroéconomie, c'est en quelque sorte une confiscation du marché par des personnes qui veulent le réglementer, ou une confiscation de la vie économique par des personnes qui veulent réglementer la vie économique. Et ces personnes qui veulent réglementer la vie économique, ce sont les étatistes.
Les c'est étatistes ça. décident parce qu'ils ont une sorte de science infuse. Eux, ils savent bien ce qui est bien pour tout le monde et ils connaissent les tenants, les aboutissants de chaque action. Ils prétendent connaître suffisamment maîtriser suffisamment les éléments qui leur parviennent pour pouvoir avoir une vision complète de la situation, ce qui est absolument faux parce que aucune personne n'a les capacités cognitives ni les capacités de raisonnement et d'analyse pour lui permettre de connaître instantanément et d'analyser instantanément l'ensemble des relations entre tous les individus qui peuplent un pays ou qui peuplent notre Terre. Donc, la macroéconomie, c'est une confiscation, c'est un moyen de confisquer les relations individuelles et de les enrégimenter en quelque sorte dans des catégories de façon à ce que ce soit l'État qui puisse piloter des groupes humains ou des catégories dans des secteurs, dans des endroits ou dans des parties de l'économie qui l'intéressent. Et l'autre partie étant à ce moment-là négligée puisque l'État, malgré sa prétention à être omnipotent, ne peut pas tout réglementer. Il y a une chose quand même que j'aimerais dire, je pense qu'on l'aurait abordé à un moment ou à un autre, c'est que le marché libre s'autorégule. La, la, c'est l'ordre spontané en quelque sorte, hein. La macroéconomie où l'État veut réglementer parce que lui a décidé que, alors qu'en fait, un marché libre s'autorégule. Il y a deux facteurs principaux dans un marché libre qui lui permettent de se réguler tout seul, c'est la concurrence et c'est la responsabilité personnelle. La concurrence, ça veut dire que si pour progresser dans un marché libre, pour s'enrichir dans un marché libre, pour faire du profit dans un marché libre, il faut que la personne rende le meilleur service possible à ses concitoyens, le meilleur service possible à autrui. Si le service qu'il rend n'est pas le meilleur, quelqu'un d'autre va lui faire concurrence pour rendre un service de meilleure qualité et ainsi de suite. Et une personne qui ne rend pas un service de bonne qualité, soit s'adapte, soit change de secteur, trouve un autre secteur pour rendre un service ou disparaît et passe à une autre activité. Et ensuite, la responsabilité personnelle, c'est que quand quelqu'un euh, rend un bon service, il est récompensé, ça s'appelle un profit. Et quand quelqu'un rend un mauvais service, d'une manière ou d'une autre, on va pas rentrer dans les détails sur ce qu'est le service, le meilleur service, il est sanctionné, c'est-à-dire il peut perdre de l'argent pour même comment ça s'appelle, c'est bien propre s'il est responsable, si la responsabilité est extrêmement sérieuse, une personne peut perdre ses biens propres. Et c'est très différent, par exemple, du monde politique où les politiciens ne sont responsables de rien. Donc, ils veulent gérer macroéconomiquement et réglementer le marché tout en étant complètement irresponsables des catastrophes qu'ils impliquent. Donc, comme quoi le marché politique est différent d'un marché réglementé. C'est pas le marché c'est pas la liberté économique. Mais la concurrence et la responsabilité individuelle sont d'excellents guides à la fois et d'excellents garde-fous pour le marché libre. Oui, exactement. Euh, pour rester un peu sur le marché et ne pas parler d'interventionnisme immédiatement, parce qu'effectivement, toute la partie d'intervention dans le marché, c'est tout un sujet sur lequel on peut passer pas mal de temps. Si on se concentre vraiment d'abord sur le marché qui n'est donc qui est donc sans implication de force extérieure, hein, typiquement étatique. Euh, donc revenons déjà, quand je dis l'action humaine, évidemment, nous savons très bien quelles sont ce genre d'actions. C'est des actions comme vendre, acheter, louer, spéculer, brader, tout ce genre d'actions qui représentent les interactions euh, économiques, je dirais, donc entre les personnes. Donc ça, c'est le premier point. Un autre point que tu as que tu as dit, qui est très très correct, c'est cet aspect décentralisateur. En fait, le marché est décentralisé et en fait, c'est ça qui est quand même parfois difficile à comprendre pour les étatistes, pour les gens qui ont baigné dans un environnement étatiste, c'est que ils n'arrivent pas à imaginer que, le marché peut s'autoréguler d'une manière décentralisée. Et là, typiquement, on peut prendre l'exemple du développement du langage. Le langage n'a jamais été régulé, il n'a jamais été imposé d'en haut. Le langage s'est imposé
au fur et à mesure sur des géographies plus ou moins grandes sans qu'il y ait d'interaction étatique. Et on peut voir effectivement le marché un petit peu de cette manière. Il y a d'autres exemples aussi, mais je trouve que le langage, par exemple, est très bon. On peut parler aussi du médium d'échange, puisque on voit pratiquement dans toutes les sociétés au fil des millénaires, en réalité, souvent l'or et l'argent, mais surtout l'or, sont devenus ou est devenu des moyens d'échange, euh, et ceci pas parce qu'il y a eu une décision d'en haut, une décision centralisée qui a décidé que l'or allait être le médium, le moyen d'échange, mais tout simplement parce que à travers donc une compréhension collective, l'or est devenu le moyen qui a été préféré pour justement être utilisé comme moyen d'échange. On peut avoir des devises qui sont attachées à l'or, mais l'or, typiquement, c'est le moyen le plus naturel pour que le marché fonctionne. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il n'y a pas d'inflation. Vous direz que il y a une inflation dans le sens où uniquement la production d'or peut légèrement augmenter la masse monétaire. De ce point de vue-là, il y a une très, très, très faible inflation, mais d'une manière générale, les prix ont tendance à baisser. Donc, il y a un phénomène déflationniste, ce qui est totalement naturel dans un marché, puisque on augmente la productivité, on réduit les coûts. Donc, avec la concurrence, comme tu as bien dit, là, les prix baissent. C'est ce qu'on voyait d'ailleurs à la fin du 19e siècle. Partout euh, en Europe, il y avait quand même une situation beaucoup plus libérale qu'aujourd'hui. On voyait pendant des dizaines d'années, les prix de tous les produits et services avaient une tendance à baisser tout simplement. Voilà. Ensuite, il y avait un dernier point que je voulais mentionner, c'était justement le prix en tant qu'information. Et ça, c'est la contribution aussi de Hayek à la théorie, je dirais, du marché. Euh, le prix fonctionne réellement comme un signal, comme tu as bien dit. Le prix informe les entrepreneurs et leur indique quels sont, disons, quel est est-ce qu'il est sage d'investir dans tel ou tel domaine? Est-ce qu'il y a un besoin d'ajouter à l'offre ou un besoin d'intervenir dans tel ou tel domaine? Donc, le prix est fondamental et si on a un prix qui réellement fluctue uniquement par l'offre et la demande, cela permet justement de donner un signal aux entrepreneurs. Euh, et quand on a une inflation qui est imposée d'en haut, une inflation telle que l'on connaît aujourd'hui, où nous avons d'autres interventions étatiques, effectivement, les prix sont troublés et cela crée donc des investissements qui n'auraient pas eu lieu d'être dans un marché libre, ou cela empêche des investissements qui auraient dû avoir lieu si le signal prix avait été correctement perçu ou compris. Donc voilà, ça c'était un petit peu ce que je voulais dire sur cette courte vidéo, mais est-ce que tu as d'autres choses à ajouter, Patrick? Oui, très brièvement, je voudrais parler au sein du marché libre et au sein de l'information, grâce aussi à l'information des prix, ce qu'on appelle les créations et les innovations. Le marché libre, on a parlé tout à l'heure des services que l'on rendait à autrui. Le marché libre favorise la création et l'innovation pour rendre ce meilleur service possible à autrui. Et cette innovation, si elle est pertinente à ce moment-là, la personne recevra l'information des prix puisque les personnes vont acheter, ce sera bien pour lui, ou ne pas l'acheter, ben, ça veut dire qu'il s'est trompé. Tout ça pour dire que les innovations ne se décrètent pas. C'est-à-dire, on ne peut pas décréter le progrès économique. Le progrès économique vient d'une maturation globale, intellectuelle, technologique, scientifique, psychologique, culturelle, de l'ensemble de la population, c'est-à-dire l'ensemble des actions humaines, c'est-à-dire du marché. Ce marché va petit à petit mûrir, progresse, et des innovations apparaissent. Certaines innovations sont pertinentes, elles se développent, d'autres innovations sont moins pertinentes, donc elles Tout à fait. retombent dans l'oubli.
peut-être un oubli provisoire. Peut-être que dans quelques années plus tard, alors que la maturité technologique ou culturelle aura évolué, ces innovations qui à un moment n'étaient pas pertinentes se retrouvent tout à coup dignes d'intérêt. Ce côté créatif et innovateur est une spécificité, je dirais, du marché parce que l'État n'innove pas, ou alors l'innovation fiscale ou la création fiscale ou la création réglementaire, ce qui en pratique est en fait un gel. L'économie, l'étatisme gèle les situations. Il interdit les innovations pertinentes, il n'autorise que les innovations qui l'intéressent, et ça se voit aujourd'hui. Bon, pour faire une petite parenthèse, avec l'écologisme, le scientisme, la politique de verdissement, etc., les voitures électriques, etc., les éoliennes, ce sont des technologies qui ne sont absolument pas mûres, quoi qu'on raconte. C'est pour ça que le marché automobile électrique se casse la figure actuellement. Cela n'aurait pas été possible, par exemple, dans un marché libre, avec des signaux, le signal des prix, la maturité des innovations, etc., etc. Donc, c'était juste pour préciser sur les innovations et la Tout à temporalité. fait. Chaque innovation faisant à courte échelle à une autre innovation, et puis petit à petit, la société humaine progresse. Et quand la société humaine progresse, ça veut dire que tous les êtres humains avancent et C'est échangent en ça. échangeant librement. Voilà. Exactement. Et donc, cette création destructrice, en réalité, nous fait un petit signe vers Schumpeter, justement, qui expliquait qu'effectivement, dans un marché libre, nous avons de temps en temps des destructions. Et c'est normal parce que les tendances changent, les demandes changent, les besoins changent. Mais cette destruction, elle porte en son sein aussi des nouvelles créations. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas avoir peur de cela. Ça fait partie de l'évolution de la société humaine. Et c'est là où le marché, en réalité, est très naturel. Elle est réellement une réflexion de la manière dont l'homme vit en société, tout simplement. Voilà. Donc, bon, ben, merci, Patrick. Mais de rien. Juste pour juste terminer, dans un marché libre, on peut avoir des personnes qui sont comme le père de Foucault en Afrique et d'autres personnes qui sont comme Maupassant à Paris. Tout est ouvert. Les gens C'est sont ça. libres. Merci. Au À revoir, bientôt. Patrick. Merci.